Le Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour cette nouvelle édition du Nouvel Esprit Public, au cours de laquelle nous nous efforcerons d'éclairer certains éléments de l'actualité de la semaine écoulée. Nous le ferons avec Nicolas Bavrez, avocat et essayiste, avec Jean-Louis Bourlange, député des Hauts-de-Seine, avec Béatrice Gibelin, directrice de l'Institut français de géopolitique, et avec Richard Verly, correspondant à Paris du quotidien suisse Le Temps. Je vous informe d'abord que notre prochaine émission publique à l'école alsacienne aura lieu le 14 avril. Vous pouvez déjà vous y inscrire sur notre site, le Nouvel Esprit Public sans séparation.fr, site sur lequel vous pouvez désormais trouver un abrégé de notre conversation sous l'onglet « Lisez-nous » et sous chaque lien avec un de nos enregistrements. Vous pouvez d'ailleurs également trouver des chroniques dans lesquelles je me livre à l'exercice du billet d'humeur. Je vous ai dit la semaine dernière que nous sommes écoutés dans 144 pays et j'ai même précisé que nous avons un auditeur en Ouzbékistan. Eh bien, il s'est fait connaître le jour même de la diffusion de l'émission. Il n'est pas ouzbek, il était en mission à Tashkent, il ne faisait que passer, mais en passant, il n'a pas voulu lâcher pour autant le Nouvel Esprit Public. Il y a d'autres pays dans lesquels nous n'avons qu'un seul auditeur parmi ces 144 pays où on nous écoute. Il y a l'Angola, le Curaçao et le Népal. Si jamais les auditeurs qui sont en Angola, l'auditeur qui est en Angola, celui qui est au Curaçao ou celle, et celui ou celle qui est au Népal veut ou veulent se manifester à leur tour, ils sont les bienvenus. Nous sommes partenaires de l'hebdomadaire Le 1. Cette semaine, il est consacré à la mobilisation d'une partie de la jeunesse pour la prise en compte des risques liés au réchauffement climatique. On y trouve une description de ces jeunes et de leur capacité à court-circuiter les modes d'action traditionnels. Et on y trouve aussi une réflexion du psychiatre Christophe André sur nos réactions face aux menaces complexes, lointaines et abstraites, agrémentées d'une citation de la philosophe Simone Weil. Les mobiles bas enferment plus d'énergie que les mobiles élevés. Problème, comment transférer aux mobiles élevés l'énergie dévolue aux mobiles bas. N'oubliez pas enfin que c'est le 21 mars que sera lancé le nouveau trimestriel du 1, Zadig, que vous pouvez encore soutenir sur la plateforme KissKissBankBank jusqu'au 18. Quant à nous, nous sommes soutenus par vos abonnements et nous allons remercier maintenant quelques-uns de leurs souscripteurs. Je remercie pour ma part Vincent Coq, Christophe Collin, Jean-Philippe Dominguez, Aurel Adam et Fabrice Tournebise. Nicolas Bavrez. Je remercie au nom du Nouvel Esprit Public Adil Dinan, Philippe Soubelet, Jean-Paul Banos, Olivier Coursier et Antoine Montebello. Béatrice Gibelin. Il me revient de remercier Nicolas Drouin, Lily Lambe, Benoît Chantreuil, Nathalie Gouman, Alexandre Pitoisé. Richard Verly. Alors, au nom de l'Esprit Public, nous remercions Christophe Lejeune, Daniel Blanc, Jean-Daniel Lemoine, Antonio Turmo-Gonzalez et Frédéric Darmon. Et Jean-Louis Bourlange. Eh bien, nos remerciements vont par ma voix à Philippe Rizot, à Esquil Lam, à François Delagrange, à Roland Lecointre-Bernard et à Marilyn Laplace. Merci à eux et merci à tous ceux qui, dans les jours qui viennent, vont ajouter leur soutien à celui-là. Nous commencerons, si vous voulez bien, par nous intéresser à la manière dont l'Allemagne a pris ses distances avec une certaine idée de l'Europe. Dimanche 10 mars, la dirigeante de l'Union chrétienne-démocrate Annegret Kramp-Karrenbauer, surnommée AKK, a répondu aux propositions de réforme de l'Union européenne d'Emmanuel Macron dans une tribune confiée à Die Welt am Sonntag. Ni la chancelière Angela Merkel de la CDU, des démocrates chrétiens, ni le vice-chancelier social-démocrate Olaf Scholz n'avaient réagi à la tribune d'Emmanuel Macron, et à plus large échelle, il s'agit de la première réponse approfondie à l'initiative française à propos de l'Europe. Dans cette tribune, intitulée « Faisons l'Europe
comme il faut, tribune disponible en 6 langues sur le site de la CDU. AKK rejette la proposition avancée par le président français d'un bouclier social à l'échelle de l'Union européenne et soutient que l'idée d'un salaire minimum européen est une mauvaise approche. Elle réclame une nouvelle fois que le siège de la France au Conseil de sécurité de l'ONU soit attribué à l'Europe, proposition qui avait déjà irrité la France lorsqu'elle avait été lancée par Olaf Scholz. Et la dirigeante de la CDU reprend par contre l'idée d'un Conseil de sécurité européen, incluant la Grande-Bretagne, et elle suggère de créer un porte-avions européen. Comme le président français Annegret Kramp-Karrenbauer évite la question de la réforme de la zone euro tout en apportant son soutien à l'union bancaire, et sur les sujets de l'innovation, du climat et de la taxation du numérique, des positions communes avec la France paraissent possibles. Le fait que cette tribune émane de la présidente de la CDU et non pas de la chancelière Merkel est interprété à Berlin comme un signe supplémentaire de la volonté d'Angela Merkel de passer la main à Annegret Kramp-Karrenbauer. Cette dernière ne fait cependant pas l'unanimité au sein du gouvernement de coalition au pouvoir et plusieurs cadres du Parti social-démocrate, le SPD, menacent de mettre fin à la grande coalition gouvernementale si la chancelière allemande anticipait son départ au profit de celle qui apparaît aujourd'hui comme sa dauphine. Sur cette question, Jean-Louis Bourlange. Oui, c'est effectivement ressenti en France comme une douche froide que cette réponse de la présidente de la CDU aux propositions d'Emmanuel Macron. Et effectivement, quand on lit cette affaire-là, on ne peut qu'hésiter qu'entre deux interprétations, la malveillance ou l'inexpérience. Et je dois dire que j'hésite. Je pense qu'il y a Madame AKK, comme on dit en bon français, a été la porte-parole de cette partie de l'Allemagne qui est en principe la plus acquise aux idées françaises. Elle est sarroise. Elle a gouverné la Sarthe, qui a toujours été un land extrêmement tourné vers les régions françaises. Elle a été considérée par rapport à M. Merz, que j'ai bien connu au Parlement européen, et qui me paraissait d'ailleurs sans doute plus habile qu'elle, plus fin politique. Elle l'a emportée comme étant présentée comme très pro-européenne. Et là, on est en face de quelque chose de très bizarre. Je crois qu'il y avait quand même une leçon, il y avait une direction qui était quasiment, en termes politiques, qui était quasiment obligatoire. Face à l'élection européenne, il était, je crois, assez logique qu'elle réaffirme la solidité du lien franco-allemand, sans en faire trop, sans en faire quelque chose d'exclusif par rapport à la fidélité à l'Union européenne. Il était utile qu'elle salue un certain nombre d'initiatives de M. Macron. Il était tout à fait légitime qu'elle se distingue sur un certain nombre de plans, mais pas d'une façon dogmatique, assertorique. Sur la politique économique, il y a un vrai débat européen, il y a un vrai débat entre l'Europe du Sud. Les partisans de l'orthodoxie financière ne sont pas... sont très importants, très nombreux en Europe du Nord, mais on voit bien que toute l'Europe du Sud, du Portugal à l'Italie, en passant par la France qui ne dit pas trop grand-chose là-dessus, est réservée. Donc le débat sur ce que doit être une politique économique commune dans le cadre de la zone euro mérite d'être traité avec ménagement, avec respect, etc. Donc ça, c'était possible. Or, elle devait, me semble-t-il, préparer l'idée que le 26 mai, il y aurait un nouveau Parlement, que ce Parlement devrait constituer une majorité et que notamment pour le parti auquel la CDU appartient, c'est-à-dire le PPE, il y avait un choix assez précis qui est de savoir s'il va s'orienter très à droite, comme un peu le suggère son président actuel, M. Manfred Weber, enfin sans d'ailleurs être très clair, puisqu'il a voté pour les sanctions contre la Hongrie, mais où on regarde vers toute l'Europe conservatrice, Autriche, Hongrie, Pologne, etc., ou si le PPE compte réorganiser une alliance, restructurer une alliance avec les forces centristes, qu'elles soient laïques ou démocrates chrétiennes, avec les forces social-démocrates, et reconstituer une majorité dont il apparaît assez clairement, quand on regarde les intentions de vote, que ce sera
sous des formes assez différentes de ce que c'est aujourd'hui, mais que ce sera quand même l'équilibre maintenu du futur Parlement. Ça a impliqué évidemment un rapport assez direct avec un rapport positif et cordial avec Emmanuel Macron. Alors au lieu de ça, on a une déclaration qui est d'une froideur absolue. Le ton est essentiel en Europe. Hein. C'était Talleyrand qui disait ça. Enfin, c'est les rapports humains, la civilité des rapports entre les chefs d'État et de gouvernement européens. Ça a été un élément essentiel de la nouvelle culture politique de l'après-guerre. Enfin, c'est quelque chose qui a un bien très très précieux et qui est tragiquement oublié aujourd'hui. Donc, une froideur absolue, des propositions. Une fermeture totale du débat sur le plan économique et social. Alors, la France n'est pas très très bien placée pour donner des leçons, mais la France n'a pas donné de leçons. Elle en avait donné un peu trop au moment de la Sorbonne, mais là Macron avait été très prudent et puis c'était pas à relever. Et en revanche, deux véritables provocations qui, dans les circonstances actuelles, ne peuvent que mettre très en difficulté la majorité actuelle face à Madame Le Pen sur les nations, sur le siège permanent au Conseil de sécurité. C'est évidemment quelque chose d'extrêmement délicat. Et très franchement, c'est absurde. C'est absurde aujourd'hui. C'est pas la peine d'en parler. Si, pour qu'il y ait un siège qui existe, il faudrait qu'il y ait une politique extérieure commune. Or, on prévoit même, il y a une théorie de politique extérieure et de sécurité commune. En réalité, il y a de temps en temps des positions communes, des attitudes communes sur un fond de différences, de divergences qui restent assez importants. Alors, le général de Gaulle avait inventé la politique de la chaise vide à un moment. Je crois que Akaka invente la politique du siège muet, car le siège permanent que nous aurions en tant qu'Européens au Conseil de sécurité serait un siège aussi aphasique que Theresa May au soir de ses votes. Bon, incapable de dire quelque chose. Donc c'est vraiment... Et puis alors, la provocation à l'état pur, c'est Strasbourg, qualifié d'anachronique. Alors, l'anachronisme, c'est quoi? C'est que Strasbourg, qui est une ville qui est fondamentalement une ville franco-allemande, dans son architecture, dans sa vie, dans sa façon de... C'est vraiment la réussite, quoi. C'est ce qu'il y a de meilleur de la France et ce qu'il y a de meilleur de l'Allemagne. Ça pourrait être le contraire. Bruxelles, c'est un peu le contraire. C'est un peu ce qu'il y a de pire en tout cas, le quartier européen. Je parle pas c'est vraiment ce qu'il y a de pire dans les deux côtés. Mais là, Strasbourg, c'est vraiment... Bon, on ne dit pas ça. Moi, je vois mes collègues... on a signé un traité franco-allemand qui assez peu de portée, mais au Parlement, à l'Assemblée nationale française, quels sont les parlementaires les plus sensibles au discours allemand, aux intérêts allemands, à la bonne entente avec l'Allemagne? Ce sont les parlementaires d'Alsace, de Lorraine, de Moselle, etc. Donc, ceux-là, ils sont pris complètement à rebrousse-poil. Donc, on se demande vraiment... Et puis, dernière chose, sur le plan institutionnel, je pense que Madame, elle prend ses distances par rapport à la méthode communautaire, ce qui est grave. Parce que une chose est claire, la méthode intergouvernementale ne marche pas. Quelle est la différence, si vous me permettez, Philippe? La différence entre la méthode communautaire et la méthode gouvernementale, c'est très simple. Il y a dans la méthode communautaire un pouvoir d'initiative de la Commission. Donc on met au départ un projet sur la table qui existe. Dans le système intergouvernemental, il n'y a pas d'initiative, c'est un État qui sort son truc et donc qui attire la suspicion des autres. Deuxièmement, on vote en système communautaire, on vote à la majorité qualifiée. C'est la majorité des 2/3, disons les choses, un peu plus des 2/3, ce qui veut dire qu'on a une méthode où on respecte les autres, puisqu'il faut quand même arriver aux 2/3, et on a une efficacité possible. Troisièmement, en méthode intergouvernementale, unanimité, donc vétocratie. Ensuite, troisième chose, on a un Parlement qui représente les citoyens, qui discute et qui est nécessaire, qui ne l'emporte pas sur les États. Bien, il faut bien le savoir, qui agit, mais qui est nécessaire à l'accord. Et donc, là, méthode intergouvernementale, pas de Parlement. Et quatrièmement, on a une garantie juridictionnelle avec la Cour de justice. Donc, la méthode communautaire, ce n'est pas une Europe qui se fait sans les États ou contre les États, mais c'est une Europe qui a des moyens démocratiques et d'efficacité qui sont absolument supérieurs. Il est grave, Madame Merkel s'était déjà engagée à Bruges sur cette prise de distance par rapport à la méthode communautaire. Il faut bien voir que si l'Europe ne délivre rien depuis 20 ans, depuis pratiquement le Conseil européen de Lisbonne, si elle ne délivre rien, c'est essentiellement
parce qu'elle a tourné le dos à l'Europe de Maastricht, qui était une Europe qui était plus démocratique et plus efficace. Et là, je trouve très dommage que la future chancelière, parce que ce sera elle, renoue avec cette tradition anti-communautaire. Béatrice Gibelin. Oui, vous avez parlé de malveillance et d'inexpérience. Je pense que c'est surtout une intervention qui a des fonctions exclusivement internes. C'est-à-dire que AKK ne s'adresse pas à l'Europe, comme la lettre du président Macron, qui est diffusée dans tous les grands journaux des pays qui composent l'UE. C'est en 6 langues sur le site de la CDU, mais c'est une adresse qui est une adresse à des fonctions telle que je la vois, de politique interne. Elle a quand même pris le parti de justesse. Dans mon souvenir, je crois que c'est juste un peu plus de 50%. Ça s'est passé très très près. Et donc, il est important de récupérer ce qu'elle doit considérer comme la méfiance qu'il y a eu d'une partie des responsables importants de son parti à son encontre. Donc, essayer au fond de tenir un discours ferme, justement, pas trop francophile, pas trop venant de la Sarre. Il était important qu'elle donne des gages aux autres, en disant qu'elle n'allait pas céder à cette forme de solidarité que réclame toujours la France, surtout entre les plus respectueux des règles et des bons élèves, on va dire, tels que l'Allemagne par rapport à d'autres. Donc bien dire que ce bouclier social, non. Autrement, elle aurait peut-être donné l'impression, enfin c'est une hypothèse, donné l'impression au fond de céder peut-être à ses penchants et à ses origines sarroises. Je pense qu'il y a sans doute quelque chose de cela dans son discours. Je crois qu'il y a aussi effectivement une expérience, vous l'avez rappelé, cette idée qu'il y ait le siège de la France donné à l'Europe. Mais enfin, l'Europe, c'est pas un État. Il suffit même de savoir simplement les règles de l'ONU pour savoir que ça n'a aucun sens. Même avec une politique étrangère commune, il faudrait qu'on soit allé beaucoup plus loin dans une fusion politique. Donc ça, alors, et quant à l'idée du porte-avions, alors là, c'est tout aussi aberrant d'avoir l'idée qu'on va pouvoir aujourd'hui... Surtout qu'ils refusent de nous donner de faire accompagner le Charles de Gaulle par des frégates. Exactement. C'est un engagement plus modeste. Très modeste, et à chaque fois qu'on demande une aide et une intervention, que ce soit dans l'opération Barkhane ou autre, on est toujours au minimum du minimum. Bon, donc on est bien là dans quelque chose, si vous voulez, qui n'est pas sérieux. Hein. De mon point de vue, c'est quand même ça la lecture. Nicolas Bavrez. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a une asymétrie complète et qui montre bien l'impasse dans laquelle se trouve aujourd'hui l'Europe. Finalement, quand on regarde la position d'Emmanuel Macron, d'abord, c'est effectivement plutôt une position dans une logique communautaire, donc qui tranche plutôt par rapport à la position française traditionnelle. Mais ce qui est intéressant, c'est que il demande plus de mutualisation en matière économique et sociale, avec le budget de la zone euro, avec le bouclier social, et que, en revanche, il conserve une certaine réserve, même s'il souhaite développer Frontex pour la surveillance des frontières extérieures. Évidemment, la France, en matière militaire, en matière de politique étrangère, reste plutôt sur un modèle national. Et de l'autre côté, on a AKK qui est exactement à l'inverse, c'est-à-dire que elle est sur un modèle qui est beaucoup plus intergouvernemental, comme on l'a dit. Elle refuse la mutualisation en matière économique. Elle est extrêmement réticente à l'idée d'approfondir la zone euro. Et évidemment, elle appelle plutôt à la subsidiarité, au refus du centralisme, de l'étatisme et donc du super-État européen. Et bizarrement, elle veut de la mutualisation, mais comme on vient de le dire, elle veut de la mutualisation sur le siège de l'ONU, sur la partie militaire, le porte-avions. Et ça, de fait, comme on vient de le dire, c'est tout à fait inconséquent. Pour l'ONU, je rappelle qu'avec la présence de membres permanents au Conseil de sécurité, il faut une capacité de politique étrangère, mais il faut surtout une capacité militaire, parce que la paix, ça se défend. Et aujourd'hui, l'Europe n'en a pas, et l'Allemagne n'en a pas, parce que même si le budget progresse un peu, c'est une armée qui ne fait pas d'opération. Donc une armée qui ne fait pas d'opération est une armée virtuelle.
Donc, voilà l'espèce de déséquilibre qu'on a. Et derrière, il faut bien voir que ça montre quand même à quel point l'Europe est dans une double impasse. Il y a l'impasse des modèles nationaux, et là, pour le coup, ce qui est très intéressant, c'est de voir que le modèle français comme le modèle allemand sont aujourd'hui obsolètes, épuisés et divergents. Donc, côté français, 1% de la population mondiale, une croissance autour de 1%, 60 milliards de déficit commercial, 3% de la production mondiale, 15% des transferts sociaux dans le monde et 100% de dette publique. Donc ça, c'est insoutenable. Et toutes les tentatives de la France de transférer une partie de cette ardoise insoutenable à l'Europe, forcément, bloquent complètement le système. Du côté allemand, il y a aussi des difficultés. Le modèle fondé sur l'exportation, les fameux 8% d'excédents du PIB d'excédents commerciaux, aujourd'hui, c'est la cible principale de Trump à côté de la Chine. L'industrie automobile est en bout de course sur le diesel, elle a des problèmes de conversion au numérique. Les banques allemandes sont en très mauvais état et les pépites technologiques se font acheter par les Chinois. Donc, il y a un vrai problème économique, il y a aussi un problème démographique, il y a un problème stratégique, c'est-à-dire que le refus de l'Allemagne de se penser comme puissance et de penser l'Europe comme puissance fait qu'aujourd'hui, elle est dans une impasse complète par rapport aux États-Unis de Trump, par rapport à la Chine de Xi, par rapport à la Russie de Poutine et par rapport à la Turquie d'Erdogan. Donc ça, c'est pour les modèles nationaux. Et l'Europe, on voit très bien qu'à partir de ces modèles nationaux bloqués, obsolètes, divergents, eh bien l'Europe est paralysée et qu'elle n'arrive pas à donner une réponse qui aujourd'hui passe en termes de souveraineté, parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus de compétitivité économique sans une souveraineté forte. Et on en a vu le symbole, c'est la décision totalement aberrante de la Commission sur la fusion Alstom-Siemens, c'est-à-dire la marque que cette Europe est totalement incapable de prendre en compte le monde réel. Et ça se traduit par le fait que l'Europe est bien la variable d'ajustement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une croissance de 6% en Chine, on a une croissance de 2,6% aux États-Unis, on a une croissance de 1% en Europe, parce que, faute de pouvoir politique, on est devenu la variable d'ajustement de la guerre entre les deux grands. La dernière chose politiquement que je voudrais rappeler quand même, et là, c'est un point un peu distinct, c'est que il y a quand même une différence entre AKK et Emmanuel Macron, c'est que Emmanuel Macron, il est complètement isolé en Europe, à part Ciudadanos peut-être et les Luxembourgeois. Il n'a aucun relais politique. Et que la volonté d'exporter sa stratégie nationale, qui est de n'avoir rien entre lui et les extrêmes, que ce soit les Insoumis ou le Rassemblement national, ça fait que c'est quand même lui qui se coupe de toutes les forces qui pourraient l'aider ailleurs en Europe et qui sont des forces de gouvernement, des partis classiques, de ce qu'il appelle, lui, l'ancien monde. Et je voudrais quand même insister sur le fait que on a parlé de la maladresse des déclarations d'AKK, elle est certaine, mais que la position de la CDU et d'AKK est beaucoup moins isolée en Europe. Parce qu'il faut être clair, il y a une large part des forces de gouvernement en Europe du Nord qui sont tout à fait alignées sur cette position. Et le dernier mot, c'est que malheureusement, tout ceci aboutit à une chose, c'est que les seuls aujourd'hui qui vont avoir défendre une vision de l'Europe lors de cette élection, ce sont Viktor Orban, ses amis, et les tenants de la démocratie illibérale. Richard Verly. Eh bien, moi, je vais plutôt prendre la défense du texte de AKK parce que je pense qu'on oublie de le remettre dans son contexte. On a là, non pas une réponse de chancelier à président de la République, mais on a le texte d'une chef de parti. Et après tout, je me tourne vers Monsieur Bourlange, à quoi servent les partis politiques, si ce n'est à mettre des pavés dans la mare, à lancer des pierres dans le jardin du gouvernement et peut-être à pousser à une réflexion différente de celle sur laquelle on s'est engagé. Et de ce point de vue, je trouve, avec toutes les choses qui ont été dites, me semblent justifiées sur la nature et le contenu du texte de la candidate à la chancellerie allemande, mais au fond, elle a un grand mérite, c'est de provoquer ce débat, c'est de le mettre sur la table, et de le mettre sur la table de l'Union européenne. Et de ce point de vue-là, je trouve qu'en tant que chef de parti,
à un moment où elle doit s'affirmer, vous l'avez très bien dit, Madame Gibelin, elle doit s'affirmer aussi à la tête de sa formation politique, eh bien, elle le fait de manière assez forte, et c'est ce qu'on attend, encore une fois, du dirigeant d'une formation politique. Deuxième point, à quoi répond-elle ? Elle répond à un texte d'Emmanuel Macron. Il se trouve que nous l'avons publié dans Le Temps. Nous avons fait partie des médias, même si la Suisse n'est pas membre de l'Union européenne, des médias auxquels l'Élysée... Vous êtes membre d'honneur. Merci. Eh bien, quand même une petite anecdote. On nous appelle de l'Élysée, on nous dit, donc 29 plus exactement avec Le Temps, médias européens, vous aurez ce texte sous embargo jusqu'à minuit, vous pourrez le publier, ce sera une exclusivité. Et Emmanuel Macron balance le texte sur sa renaissance européenne à toute la presse française à 20h. Donc ça, c'est quand même à mes yeux très significatif. Ça doit être un appel à l'Europe via les médias européens. Tout le monde, tous mes confrères et consoeurs qui avaient reçu ce texte s'apprêtaient scrupuleusement à respecter cet embargo. Et 3 heures avant, on le retrouve dans tous les médias français parce que l'Élysée l'a diffusé partout. Alors je me pose quand même la question, est-ce que c'est vraiment une renaissance européenne que cherche Emmanuel Macron ? Parce que si elle est européenne, et M. Bourlange l'a très bien dit, elle doit être négociée, discutée, partagée. Pourquoi ? Alors, ça, c'était peut-être pas le moment, mais pourquoi ne pas avoir au moins essayé de faire un texte franco-allemand ? Je ne sais pas. J'ai quand même l'impression qu'on a une renaissance européenne vue de France avec tout ce que ça suppose de caricature en Europe. Il se trouve que j'ai été correspondant à Bruxelles. On sait tous que l'Europe française, les Européens n'en veulent plus. Ils en ont peut-être voulu à une époque, mais ils n'en veulent plus. C'est comme ça. Or, ce texte d'Emmanuel Macron était un peu la caricature de l'Europe française. Eh bien, à la caricature de l'Europe française, vous avez la caricature de l'Europe allemande. C'est assez symétrique, à mon avis. L'un a provoqué l'autre. Et quand même, juste pour terminer sur cette appréciation, est-ce qu'il faut considérer que ce texte de AKK est nécessairement et traduit nécessairement la volonté actuelle du gouvernement allemand. Alors, autour de cette table, on a l'air de dire oui, moi j'en suis pas sûr du tout. C'est d'ailleurs très habile de la part d'Angela Merkel de s'être préservé cette marge de manœuvre, soit dit en passant. C'est un assez joli coup politique de sa part. Elle donne à sa présumée successeur l'initiative du texte, ce faisant, elle conserve une capacité de négociation et d'appréciation, y compris sur les sujets un peu bizarres dont on vient de parler, Conseil de sécurité ou autres. Donc, franchement, d'un point de vue diplomatique, je trouve que la partie allemande a plutôt bien joué le coup avec ce que ça suppose de surenchère. Et puis, dernier point, AKK, qui s'apprête à prendre peut-être, semble-t-il, la tête du gouvernement allemand, quand vous démarrez une relation avec un partenaire, vous mettez la barre haut. Et ensuite, vous discutez et vous faites baisser d'un cran. Donc, on n'est ni plus ni moins dans une discussion qui, malheureusement, et là, c'est ce que je trouve triste, commence déjà comme une discussion de marchand de tapis. Et ça, c'est quand même très dommageable quand on parle de la relation franco-allemande. Mais moi, ça ne m'a pas vraiment surpris. Jean-Louis Bourlange ? Oui, mais c'est contradictoire ce que vous venez de dire à la fin. Justement, on n'a jamais abordé les affaires en disant comme une négociation classique, en mettant la barre haut, etc. Quand Schuman a fait sa déclaration, c'était une déclaration unilatérale, et Adenauer a simplement dit j'ai remercié Dieu. Bon, changement d'époque. Quand De Gaulle a joué la carte face à l'Union soviétique dans la crise de Berlin, il s'est déclaré unilatéralement, beaucoup plus fermement que Macmillan ou que les Américains, et Adenauer a été séduit. Il y a cet élément essentiel. Quand Briand avait fait des choses, lui aussi s'était lancé. Dans les exemples que vous citez, c'est toujours la France qui initie et l'Allemagne qui suit. Oui, mais en l'occurrence, c'était sur la défense de Berlin. Pas du tout. C'était la France s'est simplement portée, a dit aux Allemands nous ne vous laisserons pas tomber. Le Ich bin ein Berliner, il est de Gaulle avant d'être de Kennedy. Alors De Gaulle n'avait pas de moyens, mais il avait quand même quelque chose qui remplaçait. Enfin, on ne sait pas quoi, mais la fermeté. Nous mourrons ensemble, avait-il dit. Mais Monsieur le Président, disait Vinogradov, si nous allons là, nous allons à la guerre. Eh bien, Monsieur l'ambassadeur, nous mourrons ensemble. Bon, ça c'était du bluff, bien sûr, mais non, mais je veux dire, c'est quand vous voyez la qualité des rapports entre Schmitt et Giscard, la qualité humaine des rapports, c'est impressionnant. Quand vous voyez même Schröder-Chirac, ça c'était là, on rentre justement dans le business diplomatique as usual, qui est la mort de l'Europe. Alors vous dites l'Europe française
et tout le monde nous tourne le dos. Moi, je veux bien. D'abord, je ne vois pas ce que c'est que l'Europe française dans les propos de Macron. Je ne vois pas en quoi il aimait. Je trouve que ce texte est modérément riche, qu'il y a des choses qui sont un peu approximatives, un peu inutiles, qui manquent d'autres choses. C'est un texte, il fait une annonce à la veille d'une élection qu'il a le mérite de considérer comme européenne, c'est-à-dire qu'il faut élire un peu plus de 700 députés européens et pas simplement 79 français, et il émet des idées, mais je vois pas où est l'Europe française. Il n'insiste pas. L'Europe française, traditionnellement, c'était soit l'Europe communautaire, parce qu'on avait inventé ce mécanisme, là il n'y fait pas allusion, je le regrette d'ailleurs, soit l'Europe militaire, c'est plutôt la présidente de la CDU qui l'évoque, donc je ne vois pas en quoi. En revanche, ce qui est certain, c'est qu'en Europe, il y a un certain nombre de pays, très nombreux, qui ne veulent pas aller plus loin. Et là, on est dans cette situation quand même extraordinaire où on est à la fois extrêmement ferme, on en parlera peut-être dans un instant sur le Brexit, on est extrêmement ferme vis-à-vis des Britanniques et incapable de proposer, de faire face à des enjeux nouveaux. Et madame, je trouve que c'est une grave erreur de parler d'anachronisme parce que le rapport franco-allemand n'est pas un rapport de domination. On sait très bien que la France et l'Allemagne sont des pays tellement différents que quand ils sont à peu près d'accord, ça veut dire que globalement, on peut mettre tout le monde dans l'accord, à condition de ménager les intérêts de chacun, bien sûr. Mais là, on a quelque chose de grave. Or, ce qui va se passer au mois de mai, c'est une échéance importante. Alors, vous me dites, elle est présidente de parti, elle n'est pas chef de gouvernement. Et vous dites, Merkel a eu raison de ne pas répondre. Il faut choisir. Si elle répond en tant que présidente de parti, Macron n'est pas président de parti, ça pose un problème. D'ailleurs, on voit bien que le problème de la tête de liste aux européennes en France est posé et n'est pas entièrement réglé par la prestation de Madame Loiseau jeudi soir. C'est comme ça qu'on va dire les choses. Mais il fallait que Merkel réponde alors. Et on pouvait, de toute manière, le problème, c'est que tout est dans la manière. Moi, je crois que sur le fond, mais tout est dans la manière, tout est dans le ton, tout est dans la chaleur. Je me rappelle mon préfet de stage que j'aimais beaucoup, Jean Riolacci, qui est mort il y a quelque temps, m'avait dit, et c'est un mot qui s'applique aux hommes politiques, un préfet, c'est un spécialiste des choses floues. Et je crois que les hommes politiques ou les femmes politiques sont les spécialistes des choses floues. Et il faut adapter un ton. Là, on est à 3 mois d'une élection. L'entente franco-allemande est un élément essentiel. Ça n'exclut absolument pas les désaccords, absolument pas les débats. C'est une question de ton, d'approche, de sympathie, de générosité. Et là, on a vraiment le sentiment. Moi, je vois mes collègues alsaciens. Ils sont tous sur ce traité franco-allemand. On retrouve nos collègues parlementaires allemands. Ils sont vraiment pris par une douche froide. Et en plus, par une voisine. Oui. Sarroise. Donc il y a quand même, c'est pour ça que je parle quand même d'inexpérience, même si je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Madame Gibelin, à savoir que nous sommes, les considérations de politique intérieure sont importantes, mais en politique, ce qui compte, c'est d'avoir toujours plusieurs lecture ensemble. Et là, manifestement, la présidente de la CDU a du mal à faire ce compromis. Madame Kramp-Karrenbauer manque de flou. Béatrice Gibler. Non, mais ce qui est d'une certaine façon préoccupant, c'est ce que vous venez de dire, c'est comment Merkel a estimé qu'elle n'avait pas à répondre à cette lettre-là. Ça, c'est une question qu'on doit se poser, car de fait, c'était à elle de répondre, et non pas à sa future successeuse dans quelque temps. Et pour moi, c'est une interrogation, parce que ça veut dire que Madame Merkel, à un moment quand même qui est extrêmement important pour l'Europe, compte tenu de ce qui se passe quand même à l'Est. Regardez les dernières déclarations quand même de Trump et des États-Unis et des voyages qui ont été faits. C'était de dire, on va s'occuper de vous. Nous, on va continuer à assurer votre sécurité à l'Est quand il y a le voyage en Pologne, parce qu'au fond, vis-à-vis de la Russie. Et puis, vous voyez bien qu'à l'Ouest, vous ne pouvez pas compter sur eux. Enfin, c'est jouer la division de l'Europe. On est quand même à un moment extrêmement important et qu'on n'ait pas la chancelière qui prenne la parole à ce moment-là.
quels que soient les désaccords qu'on puisse avoir avec la France, mais sur un projet commun qui pourrait rester le projet européen, même si, comme le dit Nicolas Bavrez, elle est dans une double impasse, mais les impasses, parfois, on peut en sortir. Richard Verly. La difficulté, on l'a tous compris, c'est qu'Emmanuel Macron n'est pas seulement tout seul en Europe, il est aussi presque tout seul au sein de son mouvement, qui n'est pas encore un parti, pour parler fort des questions européennes, parce qu'au fond, s'il avait un chef de parti, lui, Emmanuel Macron, qu'est-ce qu'il devrait faire ? Il devrait envoyer ce chef ou cette chef de parti en Allemagne et dire à Madame Akaka, alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait ensemble ? Vous avez écrit votre texte, le président français a écrit le sien, alors qu'est-ce qu'on fait ? Le problème, c'est que ce maillon-là manque terriblement. Or, l'Allemagne, ne l'oublions pas, est un pays de partis. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est une coalition de partis. Et aujourd'hui, aux difficultés franco-allemandes traditionnelles de caractère, de mentalité, d'histoire, vient s'ajouter cette difficulté, je dirais, contextuelle. L'Allemagne résonne avec des partis. La France, pour le moment, n'a plus de partis à lui opposer. C'est pas nouveau, hein, ça. Vous avez raison, mais vous avez raison. Moi, c'est ma grande critique sur l'équilibre politique macronien, c'est qu'il n'a pas construit un système partisan alternatif à celui qu'il a détruit. Par ailleurs, il est en train de construire une candidature pour les élections européennes qui s'est donc dévoilée jeudi à la télévision avec une mise en scène dont le moins qu'on puisse dire est qu'on voyait les ficelles, pour ne pas dire les cordages, et l'idée d'opposer l'Europe nationaliste à l'Europe progressiste en faisant déclarer cette candidature par Nathalie Loiseau devant la représentante des nationalistes et en ayant l'air de découvrir cette envie et ce besoin de candidature spontanément est un peu quelque chose qui, sur le plan de la mise en scène, puisque Emmanuel Macron a fait beaucoup de théâtre, il semble même qu'il ait rencontré en faisant du théâtre une personne chère à son existence. Je ne sais pas très bien ce qu'il apprenait à la Providence dans le domaine des mises en scène, mais ça me... On verra ce que le masque et la plume en dit dimanche soir. Absolument. Je vous propose que nous intéressions au Brexit, ce mouvement continu de Brexit, no Brexit, Brexit, Brexit again. Mardi, donc le 12 mars, par 391 voix contre 242, l'accord de Brexit conclu par la première ministre britannique Theresa May avec l'Union européenne a été rejeté pour la deuxième fois par la Chambre des communes. Bien que le nombre de voix favorables à l'accord de Theresa May ait augmenté depuis le premier refus du 15 janvier, la question de la frontière irlandaise demeure un point de discorde majeur entre les deux parties. Mercredi, le lendemain, le 13 mars, par 321 voix contre 278, les députés britanniques ont rejeté le scénario d'une sortie de l'Union sans accord. Ce vote contre le no deal a cependant mis en lumière la division au sein du Parti conservateur, auquel appartient la Première ministre. Un amendement déposé par la conservatrice Caroline Spellman a été adopté par une courte majorité, 312 voix contre 308, amendement qui exclut tout no deal, quelles que soient les circonstances. Ce texte n'a pas de caractère contraignant, mais il intensifie la pression exercée sur Theresa May pour qu'elle écarte la piste d'une sortie sans accord. Le surlendemain, jeudi 14 mars, les communes ont voté contre un second référendum et en faveur du report de la date butoir du 29 mars au 30 juin pour le départ, le Brexit, si les députés approuvent d'ici le 20 mars l'accord de retrait de l'Union de Theresa May qu'ils ont déjà retoqué à 2 reprises. Je peux répéter cette phrase au cas où elle n'aurait pas paru suffisamment claire, bien que j'ai essayé qu'elle le soit. Les communes ont donc voté contre un second référendum et en faveur du report de la date butoir du 29 mars au 30 juin si les députés approuvent le 20 mars l'accord de retrait qu'ils ont déjà retoqué à 2 reprises. Je peux faire une 3e fois si on veut. Si l'accord est recalé à nouveau, le report devra aller au-delà du 30 juin et impliquera l'organisation des élections pour le Parlement européen en mai. Les dirigeants européens ont prévenu que cette extension devrait être motivée. Le Royaume-Uni doit nous dire ce qu'il veut pour notre relation future, a indiqué mercredi le négociateur de l'Union pour le Brexit, Michel Barnier. Sur cette question, Richard Verly. La seule question qui vaille aujourd'hui, je crois, c'est comment on fait. Parce que après, tout le monde a compris le délabrement absolu de la politique britannique aujourd'hui. Plus personne n'y comprend rien, même si on essaye. Du côté européen, c'est comment on en sort. Et moi, je crois qu'il y a 3 clarifications, si tant est qu'on puisse les obtenir, mais qui sont indispensables et elles ne sont pas seulement du côté britannique. La première, c'est qu'il y aura report. Je crois que tout le monde est d'accord. Il y aura une forme de report qui sera décidée, semble-t-il, sauf absolu coup de théâtre la veille du sommet européen, donc qui a lieu le 21 et 22 mars. Ce report, il va servir à quoi ? Et là, la demande des Européens, elle est légitime.
Personnellement, je suis quand même un peu effaré d'entendre dire que le report ne peut être qu'un report de mise en œuvre. C'est ce qu'on entend à Bruxelles, ça ne peut pas être un report pour rediscuter de la négociation. Alors, je comprends la logique, mais franchement, report de mise en œuvre alors qu'on ne veut pas de l'accord, je ne vois pas où ça mène. Mais première clarification, la clarification sur la nature du report. Deuxième clarification, c'est sur cette frontière irlandaise. Et alors là, il se trouve qu'une ancienne présidente de la Confédération suisse, qui était de passage à Paris ces derniers jours, Micheline Calmiré, a beaucoup travaillé avec l'Union européenne. Et elle nous a dit, parce qu'on était plusieurs à la rencontrer, que cette frontière irlandaise, franchement, il y a des façons de la régler sans la matérialiser. Il y a une frontière entre l'Ossétie du Sud, entre la Russie et la Géorgie, qui a été d'ailleurs négocié par la Suisse et qui est totalement électronique. Il n'y a pas un garde-frontière, il n'y a aucune matérialisation de la frontière. On a aujourd'hui les moyens, surtout entre deux îles, ne l'oublions quand même pas, la géographie, de régler électroniquement cette question des contrôles frontaliers. Moi, je ne comprends pas pourquoi on continue de nous expliquer que le marché unique européen s'arrête à la frontière nord-irlandaise et que c'est presque devenu le truc essentiel pour la survie du marché unique européen. Est-ce qu'à un moment, pardonnez-moi, il ne serait pas bien de dire aux Irlandais, écoutez, négociez avec les Anglais votre problème de frontière, trouvez une solution, mais on en fait aujourd'hui une quadrature du cercle économique européenne dont personnellement, j'arrive pas très bien à comprendre les tenants et les aboutissants, même si je comprends la logique et le raisonnement derrière. Enfin, troisième clarification, c'est après le Royaume-Uni, on veut quoi? On veut quelle relation? J'entends dire quand même à Bruxelles, j'y étais la semaine dernière, que peut-être le Royaume-Uni pourrait rester dans l'Union, mais est-ce qu'on y croit? Est-ce qu'on imagine ce que serait un Royaume-Uni qui, contre son gré, quelque part, resterait dans l'Union européenne? Mais ça va être une histoire de fou. Donc, de toute manière, il faut qu'il sorte. C'est une histoire de fou. C'est une histoire de fou. Il faut qu'il sorte. Donc voilà, il faut maintenant se concentrer à fond sur la clarification du futur partenariat avec le Royaume-Uni. Nicolas Bavrez. Donc la situation, comme on le voit, c'est de fait une impasse complète et on peut dire que le Brexit a mis le Royaume-Uni échec et mat, puisqu'aujourd'hui, quand on regarde les différents votes, donc le Royaume-Uni ne veut pas rester dans l'Union, mais il ne veut pas en sortir non plus. Le Royaume-Uni, le Parlement a rejeté par 2 fois avec des majorités historiques l'accord, mais il a aussi voté contre l'absence d'accord. Et enfin, il n'y a pas de majorité pour soutenir Madame May et il n'y a pas de majorité pour renverser Madame May. Donc, c'est un blocage complet et on n'a plus qu'une démocratie donc, qui est en train de se défaire complètement et la classe politique britannique est en train de se suicider avec des intérêts de partis à extrêmement court terme. Donc, la conséquence de tout ça, c'est une conséquence très négative. Donc, l'économie, elle est en pleine incertitude. Elle est déjà passée de quasiment 3% de croissance à 0,8%. Tous les investissements sont bloqués, non seulement maintenant dans l'industrie, mais aussi dans les services et dans la finance. La société britannique est en train de se disloquer et on le rappelle pas assez souvent, mais la violence est en train de monter de manière assez spectaculaire et on a notamment une vague d'agressions à l'arme blanche au Royaume-Uni avec notamment dans la région de Londres, avec des vagues entières de jeunes qui se retrouvent, qui s'agressent entre eux, et avec une montée de l'insécurité qui est extrêmement préoccupante et spectaculaire. Alors, quelles sont les conséquences de tout ça? Premièrement, donc, la seule chose qui a émergé, c'est le report. Mais il est clair que le report n'a aucun sens si on ne sait pas ce qu'on veut en faire. Et il est clair qu'aujourd'hui, les Britanniques ne savent absolument pas ce qu'ils veulent faire de ce report. Je crois que la position de l'Europe est moins négative que ce qui a été dit, c'est-à-dire que la clé de ce problème, elle est quand même au Royaume-Uni, dans le chaos, l'incohérence et la démagogie de la classe politique britannique. Donc, s'il n'y a pas de solution qui vient du côté britannique, eh bien, c'est pas l'Europe qui peut régler les problèmes des Britanniques. Troisièmement, c'est vrai que les dirigeants britanniques sont totalement irresponsables. Donc, le pire d'entre eux, c'est David Cameron,
qui est quand même le Premier ministre le plus lamentable depuis Chamberlain, qui a réussi par miracle, et d'ailleurs, grâce à Gordon Brown, à gagner de justesse son référendum écossais, et qui a broyé son pays par pure démagogie avec le référendum sur le Brexit pour des intérêts de parti. Dans les leçons intéressantes, il y a quand même une leçon qui est d'ailleurs même intégrée par les populistes en Europe, c'est que, d'abord, le populisme mène au chaos, et c'est soi-disant un bon pari pour les peuples. On s'aperçoit que c'est un pari tragique pour les peuples et pour la démocratie, mais il faut voir qu'il y a quand même une pédagogie du Brexit, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, y compris la coalition antisystème italienne, y compris Madame Le Pen, y compris un certain nombre de gens qui critiquent énormément l'Europe, mais plus personne ne veut sortir de l'Union européenne et plus personne ne veut sortir de la zone euro. Ça, c'est quand même une leçon qui est extrêmement spectaculaire et intéressante. Et la dernière chose qui nous relie au thème précédent, c'est que ce désastre du Brexit, avec donc ce côté positif que ça amène, y compris les forces extrémistes, à vouloir rester dans l'Union et dans la zone euro, mais ça laisse entière la question que malheureusement, sans doute, on ne va pas arriver à traiter lors des élections européennes, c'est qu'est-ce qu'on fait de cette Union européenne, qu'est-ce qu'on fait de la zone euro ? Parce que le problème, l'Union européenne aura plutôt bien réagi face au Brexit, mais elle n'a absolument pas bien réagi dans la nécessité de refonder l'Union et la zone euro, qui, pour l'instant, est bloquée par l'impasse du couple franco-allemand, comme on vient de l'évoquer. Béatrice Gibelin. Moi, j'ai l'impression qu'on est un peu dans une partie de poker et qu'on attend jusqu'au bout en pensant qu'il y en a un des deux qui va craquer avant l'autre. Poker, je crois. Oui, ça risque d'être ça, je suis d'accord. Mais qu'au fond, on joue avec les nerfs, on approche. On a tous bien redécrit dans quelle impasse ils se mettaient, dans les contradictions dans lesquelles ils sont. Ça va même encore plus loin, parce qu'il y a un certain nombre de gens comme l'Attorney General qui dit il faut surtout pas suivre cette proposition de Theresa May, parce que justement, on n'a pas assez de garanties pour le Royaume-Uni vis-à-vis d'Irlande, et puis qui, 3 minutes après, dit il faut voter pour. Je veux dire, on est vraiment dans une cacophonie totale. Mais la question qui peut se poser, c'est pourquoi ? Parce que Nicolas Bavrez a dit c'est une classe politique qui est vraiment absolument, d'une certaine façon, en dessous de tout et qui brade, imite les intérêts du pays. Voilà. Mais pourquoi ils en sont là ? D'abord, je pense quand même il y a aussi la responsabilité de Theresa May. Au Royaume-Uni, c'est le Parlement qui est souverain. Or, elle a quand même mené pendant 2 ans des négociations sans y associer véritablement le Parlement. Elle a décidé d'un certain nombre de lignes rouges, sans doute avec un petit nombre de personnes. Ça n'a pas été discuté au Parlement. Et après, elle arrive avec un deal en disant, voilà, maintenant c'est à prendre ou à laisser. Après 2 ans de très longues négociations et des centaines de pages qu'il fallait lire. Deuxième chose qui me semble tout à fait importante aussi, c'est que quand même les Britanniques ont dû penser qu'ils obtiendraient ce qu'ils voulaient. Parce que depuis qu'ils sont dans l'Union européenne, ils ont toujours réussi à obtenir un certain nombre de choses. Ils ne sont pas rentrés dans la zone euro, ils ne sont pas dans Schengen, ils ont réussi « I want my money back » par Thatcher parce qu'elle trouvait qu'elle pesait trop lourd au budget. David Cameron avait même négocié peu de temps avant ce référendum qu'une partie des travailleurs détachés qui viendraient serait pas obligés, on serait pas obligé de leur verser les droits sociaux, mais qu'il fallait qu'ils y soient depuis 4 ans ou 5 ans, je ne sais plus. Il avait quand même encore obtenu ça. Moi, j'ai l'impression qu'ils ont toujours pensé qu'ils obtiendraient dans cette séparation, à la limite, le beurre, l'argent du beurre et le sourire de la crémière. Et puis, ils ont tablé, comme ils l'ont fait très souvent dans toute leur politique, diviser pour régner, ils ont tablé pour une division des 27. Et là, à leur grande surprise, les 27 ne se sont pas divisés. Et
Je crois que pour eux, ça a été quelque chose de tout à fait inattendu. Ils étaient à peu près certains qu'on allait se déchirer, que les 27 allaient se déchirer, et que du coup, dans ces failles, dans ces fractures, ils arrivaient à tirer leur épingle du jeu. Et une forme de complexe de supériorité, d'immense confiance quand même dans leur nation. Vous savez, le souvenir de 40, c'est toujours important. On a résisté au nazisme. À Napoléon, à Hitler. Alors bon, quand même. Et puis, il y a quand même une nostalgie de l'Empire. Je pense qu'en France, il n'y a pas de nostalgie de l'Empire, ou alors vraiment chez tout petit nombre de gens, tandis qu'au Royaume-Uni, en Angleterre, je dirais même plus précisément, il y a une nostalgie de l'Empire. Et l'idée de retrouver une nation qui sera souveraine, a global nation, et à la limite, on a le Commonwealth, on a notre relation privilégiée avec les États-Unis, oui, bien sûr, l'Europe, et qu'ils n'ont pas pris la mesure d'un certain nombre de gens qui ont voté pour le Brexit. Il faut voir que les gens qui avaient plus de 65 ans, le pourcentage des gens de plus de 65 ans qui ont voté pour le Brexit est tout à fait étonnant. Je pense que c'est plus de 70%. J'avais même lu un chiffre, mais qui me semble tellement aberrant, je n'y crois pas, de 90%. C'est bien la nostalgie de quelque chose. On nous a toujours mis aussi en avant les pauvres, ils ont été manipulés, ils ont refusé, on leur a fait croire que l'Europe était à l'origine de tous leurs malheurs et de leurs difficultés. Je pense qu'il y a une spécificité, on va dire, anglaise ou britannique, sur une image de nation où on est fort et où on peut s'en sortir tout seul. Et je crois que c'est leur très grave erreur. Jean-Luc Bourlanges. Oui, il y a énormément de choses à dire sur tout ça. Je crois d'abord que le problème de la frontière irlandaise est une superstructure, est un problème. Ce que vous avez dit est très juste, mais Michel Barnier l'avait dit. Michel Barnier avait dit on peut très bien trouver des mécanismes qui sont très légers, etc., de contrôle. Mais c'était un problème de principe, c'est-à-dire que les Britanniques voulaient sortir, sauf un endroit. Ils disent on se détache, donc on fait une frontière puisqu'on sort. Bon, eh bien là il y en aura pas. Alors, c'est comme si une boîte de fichiers ébauchés qui arrive et qui vous dit, je vais vous faire une fermeture formidable de votre maison, 23 heures sur 24. La 24e heure, libre, bon, ça ne peut pas marcher. On peut pas dire, parce que tout évidemment s'engouffrerait par la voie irlandaise, tout ce qui peut. Ce sont quand même 2 îles, Ne l'oublions pas. Mais d'accord, mais ce qui s'agit de ça, c'est tout à fait. Donc il y a un problème de principe. On leur dit simplement fixez la frontière où vous voulez. Ensuite, ça sera léger. On sait très bien que ce sera léger. Même à Calais, on sait très bien que les contrôles seront très aléatoires, 1 sur 1000, 1 sur 100, etc. Sinon, c'est une pagaille absolument indescriptible. Donc tout ça est bon. Mais simplement, ils ne veulent pas reconnaître ce phénomène. Donc, et là, on voit bien. Et je crois qu'il faut quand même partir. Et c'est ça qui est très profond, c'est que le Royaume-Uni, qui est la mère de toutes les démocraties, est en crise profonde. On a 4 crises. On a la crise vis-à-vis de l'Union européenne, et là je suis d'accord avec ce que vous venez de dire, les Anglais sont entrés parce qu'ils n'avaient pas réussi à détruire. Quand même, quand Reginald Maudling lance ses malédictions au moment de la signature au traité de Rome, vous ne pourrez pas réussir, et si vous réussissez, nous vous combattrons et nous vous détruirons. Ensuite, ils s'aperçoivent, autour de 61-62, que ça marche, que la ELE n'est pas du tout la contre-organisation qu'ils voulaient, et là, ils disent, il faut rentrer. Et quand ils sont sortis, ils ont fait sans doute l'erreur de calcul en estimant que le fruit était mûr et que tout allait exploser. Et que donc, ils donneraient la chiquenaude initiale d'une sorte de délabrement général de l'Union européenne. Et ça s'est pas produit. Donc, première crise. Deuxième crise, une crise identitaire du Royaume-Uni, qui est quand même... Et là, je voudrais qu'on arrête d'opposer les nations, la vitalité des nations par rapport à la faiblesse de l'Union européenne. En réalité, on voit bien qu'on a une crise générale des identités politiques absolument partout, et notamment là, on a les 4 nations du rugby, quoi, le Pays de Galles, Irlande, Écosse et Angleterre, qui sont profondément divisés. On a reçu au Parlement, à la Commission des Affaires étrangères, la première ministre d'Écosse. On a une femme extrêmement calme, extrêmement pondérée, mais dont l'allégeance au Royaume-Uni n'existe en aucune façon. Elle navigue dans un autre univers. Troisièmement, on a une crise du modèle institutionnel, et
ô combien grave, puisque c'est une crise qui affecte à la fois l'exécutif, un gouvernement paralysé. L'image de ce gouvernement, ou plutôt le son de ce gouvernement, ça a été la crise d'aphasie de Madame May ne pouvant plus parler devant le Parlement après avoir perdu son premier vote. Et donc un gouvernement en crise qui ne sait pas où il va, qui répète, et un Parlement qui est totalement divisé, incapable de se régler. Dernière crise, la crise partisane. On a le bipartisme anglais est totalement en crise. Le Parti conservateur est éclaté. Le Parti travailliste est éclaté. Donc, on a quand même cette figure dominante de la démocratie qui est en cause. Alors, sur le schéma, c'est extraordinaire. C'est quand même la championne de l'injection d'huile de ricin. Quelle est son idée? Elle dit maintenant, je vous ai déjà vendu 2 fois ce truc. Vous n'en avez pas voulu. Et puis, massivement, ils ont massivement rejeté ça. Je vais vous le vendre une 3e fois. Et si vous l'avalez pas, vous aurez des élections européennes. C'est à peu près ça, le deal. Alors là, c'est quand même complètement fou. Je crois vraiment que le grand chroniqueur de la vie politique anglaise aujourd'hui, c'est Lewis Carroll. Je vous remercie. Malheureusement, le moment est venu de passer à notre dernière séquence, la séquence des brèves, et donc de mettre un terme provisoire à ce débat sur ce sujet qui, lui, semble ne pas être... ne pas avoir de terme. Je signale que... Ce sera un débat sans fin, ça c'est sûr. Ça se mange sans fin, comme dirait. Grâce à Alex Taylor, j'ai su en plus que la procédure britannique permet au speaker de la Chambre des communes, s'il juge que c'est nécessaire, de refuser un nouveau vote sur une question qui a déjà été votée depuis moins d'un mois, je crois. Il va falloir qu'il crie encore plus fort. Mais il est magnifique, c'est un homme magnifique. Ordre. C'est un homme qui ferait croire de nouveau au parlementarisme. Le moment donc est venu de notre séquence de brèves, et je voudrais recommander un livre qui est utile précisément dans un monde qui est en train de se compliquer de partout. C'est La puissance au XXe siècle, qui est livre du diplomate et directeur maintenant de l'Institut français Pierre Buller. C'est pour, je crois, comprendre ce qui, de différents points de vue, depuis le point de vue de la démographie, le point de vue de la géologie, le point de vue de la géographie, etc., peut donner une bonne lecture de la puissance. Je pense que c'est un livre qui convient de recommander. Vous en trouverez les références sur notre site à la rubrique Les Brèves. Nicolas Bavrez. Pour prolonger notre discussion, je voulais recommander le livre de Jörg Blume, le correspondant de Die Zeit à Paris, qui porte sur la crise et l'échec finalement du couple Macron. Et la manière dont, en dépit des populismes, du problème des réfugiés, surtout de la politique de Donald Trump, finalement, le couple franco-allemand est aujourd'hui à l'arrêt. Et comment, pour l'instant, eh bien, ça fait partie de ces structures du monde de 1945 qui sont en train de s'écrouler. Ça s'appelle L'ami indésirable, je dis. Ça s'appelle L'ami indésirable aux éditions Saint-Simon. Béatrice Zibla. J'ai été bien inspirée parce que je voulais parler du livre dont va parler Jean-Louis Bourlange, qui est L'Archipel français, mais je vais donc le laisser. Non, c'est permis. C'est d'ailleurs pour nos auditeurs la garantie que nous ne truquons pas nos recommandations. Mais donc chacun. J'ai eu la possibilité d'avoir le livre de Bernard Guettard, qui s'appelle L'enquête hongroise, puis polonaise, italienne et autrichienne, qui va sortir dans une douzaine de jours. Et c'est les enquêtes, vous savez qu'il a quitté sa chronique de France Inter, en disant « j'ai besoin de refaire du terrain ». Et parce que je suis trop loin, je ne comprends plus assez bien. Et il a fait donc une enquête assez longue de plusieurs mois en Autriche, en Pologne et en Italie. Et c'est la plume de Bernard Guettard, on l'a vu dans son précédent ouvrage, qui est vive. Et c'est toutes ces interrogations. Et comme on a beaucoup quand même discuté de l'Europe aujourd'hui, je pense que c'est un livre utile où il montre ses inquiétudes, comment au fond, cette démocratie libérale, comment le siècle des Lumières est aujourd'hui remise fortement en question et quelle urgence il y a.
Richard Verly. Eh bien, moi, je voudrais recommander un roman qui s'appelle « Le jour où Apple a acheté la Grèce », publié chez Albin Michel. Il sort ces jours-ci. Et lorsque j'en ai reçu les épreuves, je ne savais pas que l'auteur était un avocat suisse spécialiste dans la finance. C'est un roman qui présente une thèse très intéressante. C'est celle où le plus grand des GAFA, le plus puissant, celui qui a le plus d'argent, déciderait d'acquérir la dette souveraine d'un État ô combien symbolique, à savoir la Grèce, pour le remettre sur pied en instaurant sa propre manière de prélever les impôts. Je suis totalement en désaccord avec ce qui est raconté dans le roman, mais je trouve que l'intrigue est vraiment intéressante et elle dit beaucoup, peut-être, du futur de l'Europe. Merci, Jean-Louis Bourlange. Donc, bien que ce soit un Suisse, vous en dites du bien. Moi, effectivement, j'ai été démasqué, car je voudrais vous parler du livre de Jérôme Fourquet, L'archipel français, naissance d'une nation multiple et divisée. Alors, je suis très heureux, parce que moi, je suis un vrai flemmard, et donc j'avais l'intuition depuis longtemps que ce qui caractérisait, comme je viens de le dire à propos du Royaume-Uni, ce qui caractérisait l'Europe aujourd'hui, ce n'était pas la revanche des nations par rapport à l'Union européenne, mais c'était une dissolution générale des corps politiques, évidemment du corps politique européen qui est le plus grand, le plus fragile et donc le plus menacé, mais également de tous les corps politiques nationaux. Le Royaume-Uni, nous l'avons évoqué, Espagne. Et j'avais été très frappé, en comparant notamment les élections présidentielles de 2017 par rapport à celles de 2002, où on avait la même configuration, un républicain contre un Front National, de voir à quel point le pays s'était divisé. Et j'avais parlé de fragmentation. Et Fourquet, je trouve exactement le mot qu'il faut en parlant d'archipel. Il y a une archipélisation de la France. Et alors, moi, je suis très paresseux. Lui ne l'est pas. Il a donc mis tous les graphiques, tous les chiffres, toutes les choses qui me manquaient, toutes les cartes qui permettent effectivement d'éclairer ce mouvement. Et je dois dire que là, ce qui m'a le plus fait plaisir, c'est que j'osais à peine dire, je l'avais dit dans le Figaro à 2 reprises, que la crise religieuse me paraissait absolument centrale. L'effondrement évidemment de la pratique catholique, mais également de l'Église communiste. Et là, de façon extrêmement documentée, Jérôme Fourquet montre que cette crise-là est un élément essentiel de ce mouvement d'individualisation qui va vers le small et le beautiful et de plus en plus small, si je puis dire, et qui va sur les ZAD, mais même au-delà des ZAD, qui finit par incarner le souverainisme individualiste, ce qui est, je crois, la quintessence du gilet jaune. Le gilet jaune est quelqu'un qui dit « Moi, je suis le seul corps politique souverain ». Il faut juste ajouter le nom de Sylvain Monternac, qui est à l'origine de toutes les cartes et de beaucoup de graphiques. Et auquel Jérôme Fourquet rend justement hommage, et j'aurais dû le dire. Merci. N'oubliez pas que 2 des livres qui vous ont été recommandés, celui recommandé par Béatrice Gibelin et celui par Richard Verly, ne sont pas encore en librairie, mais vous trouverez leurs références sur notre site. N'oubliez pas non plus que cette émission est préparée avec Charlotte Montier, que Nicolas Tourneau assure la vie du site, que Benoît Carré assure le compendium de nos conversations, Adrien Beccaria l'enregistrement à l'arrière-boutique et Julien Neuville la production pour Nouvelles Écoutes. J'espère vous retrouver la semaine prochaine pour une nouvelle édition du Nouvel Esprit Public et n'oubliez pas que vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire pour la prochaine émission en public à l'École alsacienne le 14 avril.